Relever le défi de la décarbonation grâce à l'intelligence collective d'un collectif d'industriels à travers une étude d'impact. C'est le titre de l'intervention que nous vous proposons aujourd'hui dans le cadre d'Energy Meeting 2026. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à cette conférence que je vous annonce passionnante et pédagogique. Je suis Ludovic Gutiérrez, membre du conseil d'administration du GIP, chef de marché promotion privée chez GRDF et très heureux d'animer cette conférence pendant ces 30 prochaines minutes. Comme vous le constatez, je ne suis pas seul et je suis accompagné de François Turlan, président du groupe Bastide-et-Bondou. Bonjour, bonjour François. Bonjour Ludovic, bonjour à tous. Et le casting, il est complété par Vincent Goyard, également membre du conseil d'administration du GIP, mais aussi directeur national de la prescription chez KP1. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Alors, c'est la deuxième année de suite que le GIP prend la parole à Energy Meeting Paris. Peux-tu nous rappeler, Vincent, ce que signifie GIP et qui êtes-vous ? Alors le GIP, c'est le groupement des industriels de la prescription. Donc c'est une association qui regroupe 47 membres, c'est 45 industriels et 2 bureaux de contrôle, donc qui sont tous autant qu'ils sont donc des références sur le marché, donc qui ont une véritable expertise, que ce soit sur le bâti, les équipements, mais aussi les services. Donc le but, c'est vous écouter, vous accompagner, vous proposer des solutions innovantes, que vous soyez promoteur, bureau d'études, économiste, architecte. Et donc pour ça, on organise des rencontres techniques, des événements sur lesquels on met les gens en relation et nous vous faisons part des solutions que nous vous apportons. On y reviendra en précisant les services que propose le GIP dans son activité, dans son animation régionale. Là, on voit l'ensemble des logos des industriels. Si on continue un peu les missions du GIP, justement. Alors, c'est notre organisation, donc on existe depuis plus de 37 ans. Et on a également donc une représentation nationale et régionale, donc au travers de 10 territoires. Tout ça, c'est 400 bénévoles, donc tout ça pour être au plus près des acteurs du marché et donc faire en sorte donc, qu'au quotidien, donc, nous soyons au contact de la plupart des acteurs. Merci Vincent. Alors je le disais tout à l'heure, le GIP a pris la parole l'année dernière, accompagné d'un promoteur, pour évoquer un sujet phare au GIP, c'est la qualité globale. Est-ce que tu peux nous rappeler, Vincent, à quoi correspond cette démarche ? Cette démarche gratuite et inédite, elle consiste à accompagner les acteurs de la construction, quels qu'ils soient, et donc faire en sorte que de la conception jusqu'à la livraison des bâtiments, il y a un vrai accompagnement du GIP, et notamment pour tout ce qui est lié à l'intégration des innovations. On sait que le bâtiment a des habitudes qui ont la dent dure parfois, et donc le but c'est de faciliter l'intégration de ces innovations pour, notamment en réponse aux exigences techniques et réglementaires qui représentent les plus gros enjeux pour la profession. Et j'ai vu dans la salle qu'il y avait le responsable en charge de la qualité globale, Sébastien, que je salue au passage. Et pour être complet, Vincent, tu souhaitais revenir aussi sur l'accompagnement que propose le GIP aux acteurs de l'acte de construire. On a commencé un peu à évoquer le sujet. Donc le GIP effectivement contribue sur de nombreux sujets, notamment avec un livre blanc qui existe aujourd'hui sur l'économie circulaire et également sur la qualité d'air intérieur. Donc tous les sujets, qui concernent la profession. Donc le GIP y apporte sa contribution et son savoir-faire. On peut télécharger ces ouvrages sur le site internet du GIP. Le QR code est fait pour ça et donc sur le site internet sur lequel on reviendra tout à l'heure en conclusion. Alors n'hésitez pas à aller sur le site du GIP pour récupérer ces éléments. Je me tourne vers toi du coup François afin que tu présentes aussi ta structure, à savoir Bastide-et-Bondou. Merci Ludovic. Et très rapidement, Bastide-Bondou est composé d'une structure historique qui accompagne les constructeurs de maisons individuelles sur le marché du neuf, et puis d'une deuxième structure que j'ai créée en 2017 qui accompagne les promoteurs publics et privés sur le marché du résidentiel et du tertiaire, avec une diversification aussi d'une manière générale du neuf vers la rénovation dans le contexte actuel nécessaire. Bastide-Bondou, je suis très heureux d'être à côté du GIP aujourd'hui parce que en fait on a des valeurs communes. Quant à l'accompagnement de la qualité des réalisations et de la conception des bâtiments, et aussi un certain nombre de thématiques qui nous rapprochent. On a une particularité, et juste de manière très, très succincte, mais on a une particularité, nous, en tant que bureau d'études, on n'est pas qu'un bureau d'études de conception classique, on est aussi éditeur de nos propres logiciels métiers. Et ça amène une expertise un peu différenciante sur le marché en termes d'accompagnement et de solutions et d'optimisation des projets.
Et justement, pour rebondir, vous êtes le premier bureau d'études à avoir fait certifier son logiciel énergie carbone, et ça tombe bien puisque on va comprendre toute l'importance de cet atout lors de cette intervention. Alors justement, Vincent, peux-tu nous préciser pourquoi et comment le GIP se saisit du sujet de la décarbonation ? Alors pourquoi et comment? Pourquoi? Parce que c'est un enjeu central donc, pour toute une filière. Et comment? En engageant une étude comparative sur la base de la RE 2020, avec l'objectif de valoriser donc, la valeur ajoutée donc, liée à la contribution de chaque partenaire industriel sur ces innovations bas carbone. Et tout ça embarqué et validé au travers de fiches F2S, qu'elles soient individuelles ou collectives. Donc dans cette étude, on verra justement cette valeur ajoutée, jusqu'où le GIP aujourd'hui est en capacité de vous accompagner sur l'atteinte du seuil carbone. Et justement, François, comment vous avez perçu, comment vous avez accueilli cette démarche en tant que bureau d'études ? Cette démarche, elle est extrêmement vertueuse. Aujourd'hui, quand on voit sur 47 industriels, bon, il y a 2 bureaux de contrôle, donc sur 45 industriels, quand on voit la quantité de données environnementales produites par les partenaires du GIP, y compris actualisées et mises à jour, on peut, et vous allez vous en rendre compte, on peut vraiment se satisfaire du travail que font l'ensemble des partenaires. Et nous, bureau d'études, cet accompagnement, cet échange qu'on a avec chacun d'entre vous nous permet d'aller chercher justement de l'optimisation en conception de projet. Justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelle méthodologie avez-vous suivie pour mener à bien ces travaux ? Alors comme toute étude paramétrique, il y a toujours un certain nombre d'hypothèses à poser. Il faut savoir que l'étude qu'on a menée conjointement, elle est très riche, elle est très dense. Aujourd'hui, on va vous en présenter qu'un extrait. L'objectif a été de faire varier des éléments de structure du bâtiment et d'isolation et en parallèle des variations d'équipement. Et donc d'aller chercher les données environnementales les plus actualisées au regard, encore une fois, de changements en ce moment sur lesquels je reviendrai. Donc très rapidement, on avait un bâtiment, et on va le détailler après, sur lequel on avait du béton coulé en place en mur et plancher avec de l'isolation par l'intérieur. Et puis on a varianté donc ce système constructif avec non plus de l'isolation par l'intérieur mais de l'isolation par l'extérieur. Puis on a fait un autre descriptif avec des solutions préfabriquées, aussi bien en mur et en plancher, et là aussi avec de l'isolation par l'intérieur. Et enfin une dernière variante en solution brique pour les murs et en béton coulé en place pour la partie plancher avec de l'isolation par l'intérieur sur l'ensemble des parois. Et côté équipement du coup ? Et côté équipement, on a fait le choix, encore une fois arbitraire dans cette étude pour pouvoir essayer quand même de faire une photographie de l'ensemble des solutions, avec tout d'abord une solution PAC RR pour la partie jour et Panoréant partie nuit et de l'ECS thermodynamique collective. Puis une autre solution en PAC RO double service, donc qui fait la partie chauffage et la partie production d'eau chaude sanitaire sur radiateur. Et enfin, pour répondre à une problématique importante du marché avec un générateur hybride, donc couplé thermodynamique et solution gaz, double service collective sur radiateur. Merci François. Et justement, on va présenter... Ah oui, il y a un dernier... Non, mais c'est simplement que justement, on est allé faire varier l'ensemble des données environnementales, qu'elles soient sur les FDES ou les PEP des partenaires industriels du GIP. Merci François. Et du coup, on va maintenant parler du bâtiment, ses caractéristiques, et on commence avec les grandes données. Je suis obligé de faire un petit prérequis, comme je le disais, dans toute méthode de simulation paramétrique. Bon, il faut faire un choix. On a fait le choix d'un bâtiment qui est un bâtiment reproductible dans les différentes régions, parce que cette étude elle a vocation à être portée au niveau national. Donc il fallait trouver un bâtiment qui puisse être représentatif des différentes régions. Aujourd'hui, on va vous présenter des résultats dans la fameuse zone climatique H1A, c'est Île-de-France élargie, donc la région dans laquelle on est aujourd'hui. C'est un bâtiment R+4 avec une surface de référence de 1400, un peu plus de 1400 m², des surfaces vitrées de 17%. Un plancher bas sur sous-sol avec un niveau de sous-sol, toiture terrasse accessible
et non accessible sur le bâtiment. Une structure, comme je l'ai dit, initiale en voile de béton, béton coulé en place. Et structure initiale des planchers bas, dalle de béton plus isolation sous chape flottante. Vous allez le voir sur la diapo d'après, c'est un bâtiment qu'on a choisi, c'est une opération faite par Vinci Immobilier, qu'on a choisi compact, plutôt optimisé en termes de conception architecturale et plutôt bien orienté. Donc, dit autrement, excuse-moi Ludovic, sous-entendu, c'est un bâtiment qui est plutôt favorable, comme on dit dans notre jargon. Quand on a dit ça, les résultats qu'on va avoir pourraient être différents sur une autre opération. Ouais, l'objectif, c'est vraiment de donner une première tendance, et puis c'est de la matière vivante, donc ça va évoluer au fur de l'eau et au fil de la donnée environnementale, comme on le disait. On va maintenant regarder le descriptif bâti. Alors ça, c'est la partie la plus indigeste. Bien illustrée. Je vous propose de la basculer assez vite. Donc je l'ai dit, on est sur la partie mur en voile de béton avec du béton SEM 2B. On est sur une base de complexe isolant par l'intérieur en PSE de 100 mm. Ensuite, on est en toiture terrasse inaccessible avec une étanchéité en polyuréthane de 80 mm sur une dalle béton de 80 mm, sur une dalle béton de 20 cm, là aussi en SEM 2B. Alors là aussi, la composition du béton a toute son importance sur l'ensemble des parois, et on va chercher à avoir des bétons quand même qui sont en partie décarbonés. La toiture terrasse accessible, on est sur la même composition, sauf qu'on a un polyuréthane de 160 mm. Ensuite, en plancher habitation sur sous-sol, dalle de béton de 23 cm, toujours en SEM 2B, avec un polyuréthane cette fois-ci de 100 mm sur chape flottante. La dalle pleine béton 20 cm pour les planchers intermédiaires, avec rupteurs totaux en périphérie. Une petite nuance, quand on sera en isolation par l'extérieur, on aura supprimé les rupteurs totaux. Les menuiseries, c'est des menuiseries en PVC assez classiques avec un UW de 1,40. Et les volets roulants sont motorisés, ça a son importance dans les résultats, notamment sur le Bebio, avec des coffres monoblocs avec un UC de coffre de 1,10. Et enfin une perméa à 0,83 qui est du standard avec une mesure par échantillonnage. Merci François. Pour reprendre un petit peu d'air, voilà, là on a les systèmes techniques, équipements, dont on a déjà évoqué. Voilà, on les a évoqués, je pense qu'on peut les passer assez vite. Vous avez les trois colonnes, donc pack RR, split avec ECS collective, pack RO double service collective et hybride double service collective. On a partout, dans tous les cas de figure, on a une VMC simple flux hygrobé collective, et on est considéré en inertie lourde. Là aussi, ça peut avoir son importance, notamment au regard du confort d'été qu'on ne va pas creuser aujourd'hui. Très bien. Et pour rappel, vous voyez à l'écran là la liste des 13 lots pour lycée construction. Effectivement, c'est pour rappel, je ne vais pas les détailler. Vous avez les 13 lots plus le lycée, donc l'indicateur de construction pour le chantier. Et ce qui est intéressant, c'est que au regard des partenaires du GIP, donc c'est la diapo d'après, le GIP se concentre en termes de données environnementales sur 12 des 13 lots, du lot 1 au lot 12, et sur lesquels l'ensemble des partenaires ont des données environnementales, comme l'a dit Vincent, soit collectives, soit individuelles, et surtout pour un grand nombre déjà actualisés. Et justement, on va passer au verdict maintenant avec l'affichage des premiers résultats. Et la bonne nouvelle, c'est que l'ensemble des trois solutions passent le seuil 2025, comme vous le voyez à l'écran, sur lycée construction. Par contre, la mauvaise nouvelle, et c'est là où ça coince, c'est le seuil 2028. François, je te laisse commenter les premiers résultats. Alors là, c'est vraiment une photo assez macro. Les trois histogrammes représentent effectivement lycée construction, donc de l'ARE 2020, sur les trois systèmes. Donc en fait, on est sur le descriptif de base. Je parle du bâti sur l'enveloppe qui a été optimisé. On ne vous a pas montré les résultats, mais en Bebio, on est à 1% de performance sur le Bebio. Donc autant vous dire, on est sur un descriptif qui est optimisé. Et on a fait varier les systèmes, et vous voyez qu'ils se retrouvent dans un mouchoir de poche en termes de résultats sur les constructions, conforme 2025, non conforme 2028. Et on va faire effectivement maintenant un focus en prenant le troisième histogramme, celui de droite, c'est-à-dire qu'on a choisi arbitrairement la solution hybride de double service collective et sur le descriptif de base qu'on va faire varier au regard des descriptifs techniques du bâti
pour voir comment on peut aller améliorer l'exigence, enfin la conformité à 2028. Justement, comment faire pour rendre réglementaire l'opération? C'est la question à laquelle tu vas répondre, François, en se focalisant justement sur le discours sur la solution hybride. Quelle méthode avez-vous utilisée chez Bastide et Bondoux pour optimiser la saisie et rendre le projet réglementaire? On commence à répondre à cette question avec toi, François, sous la première variante, béton coulé plus ITI. Donc là, vous retrouvez le même graphique que celui qu'on a présenté juste avant. C'est simplement on va l'appeler notre référence. On est allé chercher à travers l'ensemble des données environnementales que nous ont partagées les partenaires du GIP, parce qu'il faut savoir que, encore une fois, j'y reviendrai, mais on est dans une période un peu délicate en termes de données environnementales, avec un changement de normes qui fait que toutes les données environnementales sont publiées et sont actualisées un peu au fil de l'eau. Donc là, on a récupéré l'ensemble de ces données et on est allé traiter le maximum de l'eau à partir de ces nouvelles fiches ou FDES ou PEP. Juste un petit détail volontaire dans l'étude, c'est qu'on n'a pas touché volontairement le lot 2 qui est à 176 kg équivalent CO2 par mètre carré dans l'étude, parce que ce lot 2 qui correspond aux fondations a une modulation. Et si on le fait varier, on va toucher la modulation et donc le niveau d'exigence, et on n'a pas voulu se polluer avec des changements de périmètre. Ça aurait généré un changement de périmètre. Donc seul le lot 2 n'a pas été touché dans les descriptifs. Par contre, à partir du lot 3 jusqu'au lot 12, on est allé chercher de l'optimisation. Alors justement, on va regarder, là on arrive à répondre à l'objectif. Quel chemin vous avez pris, comment vous avez fait? En début de réponse avec les deux lots optimisés. On va commencer avec le lot 3. Tout à fait. Donc voilà, je ne suis pas sûr que tout le monde voit bien. Là, on a fait C'est filmé, pour info, c'est filmé, donc vous pourrez avoir accès au replay de l'intervention. On a fait un petit extract en fait de quelques données du lot 3, donc superstructure maçonnerie, sur lequel vous retrouvez des familles de produits. Donc sur la partie gauche, le tableau de gauche, vous avez des composants qui sont listés, et sur la colonne, vous avez des valeurs que représente leur émission de carbone sur ce projet. Si je prends par exemple la valeur la plus importante du tableau de gauche, c'est une valeur qui est à 85,8. Elle est sur la dalle qui est en CM2B, données environnementales collectives. On est allé l'optimiser, cette valeur. Si on regarde dans le tableau de droite, elle est surlignée en jaune. C'est la ligne à peu près du milieu dans le tableau. Vous voyez qu'on est allé chercher une valeur individuelle par un partenaire du GIP, on a décidé de ne pas donner les marques, mais c'est un partenaire du GIP qui a travaillé et optimisé, en l'occurrence là, la partie béton bas carbone, avec une donnée individuelle, et vous voyez que le 85,8, il est passé à 51,3. Donc on a gagné plus de 30 kg en optimisant ce composant-là. Et tout ce qui est en jaune, et je ne vais pas les lister parce qu'on n'a pas le temps, mais tout ce qui est en jaune illustre les optimisations qu'on est allé chercher sur les données environnementales avec les partenaires du GIP. Et vous voyez qu'on passe de 163,4 sur la partie de gauche, donc la référence, à 135,5 sur la version optimisée. Donc, alors, pour être tout à fait complet, parfois aussi on a des actualisations de données environnementales qui sont pénalisantes. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on avait avant, la nouvelle donnée, elle va dans le mauvais sens. Donc on est dans un jeu permanent d'optimisation pour que finalement la balance soit optimisée favorablement à la fin. Ouais. Donc on enchaîne avec le lot 5. Alors je vais aller très vite. Dans la même logique, le lot 5, donc cloisonnement, doublage et menuiserie intérieure. Vous avez le tableau de gauche par exemple, si vous prenez la valeur 17,9 en complexe PSE avec une donnée environnementale par défaut, là la valeur en complexe PSE en valeur individuelle, elle est à 7,3. On a gagné 10 kg CO2. Encore une fois, toutes les données en jaune illustrent l'optimisation qu'on a calée sur chacun des lots. Et même logique, dernier focus avec le... Pour les appareils élévateurs, entre autres, vous voyez qu'on passe de 34,6 à 16,4. On a gagné 20 kg sur les appareils élévateurs. Là, on a fini sur cette variante. On va changer de variante, de mode constructif. À savoir, là, on va passer en béton coulé, sur ITE cette fois-ci.
Donc même logique, comme on doit gagner du temps, je vais aller assez vite, mais vous voyez qu'on arrive avec l'optimisation en changement de type de système constructif et en passant en ITE, on arrive à être, grâce aux données environnementales des partenaires du GIP, conforme 2028. Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais avec assez de marge, mais c'est lié aussi au projet qu'on a étudié qui était favorable. Justement, on va regarder maintenant ce qui se passe, l'optimisation sur le lot 6 que vous avez effectué. Là, on a choisi le lot 6, donc façade et menuiserie extérieure, puisque touché par l'ITE. Si vous regardez l'isolant de base en laine de roche extérieure, données collectives, 18,9 sur la référence. Cette fois-ci, on passe avec une donnée individuelle à 2,8. Donc vous voyez le gain très important par l'isolation. On passe à la troisième variante maintenant, à savoir béton préfabriqué plus ITI. Tout à fait, donc même conclusion, hein, c'est plutôt rassurant. Et vous allez le voir que c'est comme ça jusqu'au bout, donc on peut regarder tout de suite un extrait des solutions. Voilà. Je vais faire un petit contre-pied. Si vous prenez la première ligne Acroterre, on avait 4 kg CO2 sur la référence. Bon, ben là on l'a optimisé un petit peu avec la valeur individuelle, on a gagné 0,6. Mais vous voyez, c'est tout ce travail d'optimisation composant par composant. Donc on passe de 236 quand même sur cette partie-là, hein, du lot 3, sur cette notion préfa à 116. Donc là on a un gain qui est absolument colossal grâce à la solution préfa. De toute façon, là, on est au début de l'histoire, il faut monter en compétences et se familiariser avec toutes ces données. Il faut que les données aussi soient disponibles. Dernière variante, donc on a parlé briques plus béton coulé en place plus ITI. Voilà, vous voyez que là aussi on arrive à être conforme, hein, donc toutes nos solutions variantes, quel que soit le système constructif, nous permettent, grâce à l'actualisation des données environnementales, d'être conformes 2028. Avec un petit focus sur le lot 3 également. Et vous aurez l'occasion de regarder en détail les optimisations qui sont faites. Donc moralité, hein, la bonne nouvelle, c'est qu'avec un travail de qualité, avec les bonnes données environnementales grâce aux partenaires du GIP, eh bien, on arrive à franchir le seuil 2028 en l'état actuel des choses, aussi sur un type de bâti. Donc voilà, il y a des solutions qui sont possibles. Vous, en tant que côté GIP, ces données vous rassurent, je suppose ? Bien sûr, les résultats, on va les considérer comme étant très encourageants. Donc, avec les précautions d'usage, notamment sur le projet, le profil du bâtiment qui a été pris en considération, qui est effectivement favorable. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on n'a pas de solution unique. On a une diversité de solutions techniques, une bonne complémentarité en fait des industriels du GIP entre eux. Alors je rappelle qu'au sein du GIP, il y a la concurrence qui est saine, mais qui nous challenge tous individuellement et collectivement. Mais que justement cette intelligence collective, elle permet d'aller chercher ces résultats qui sont donc plutôt intéressants à faire valoir. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'on est aussi sur des hypothèses de solutions qui sont réalistes, qui sont aujourd'hui disponibles, qui sont éprouvées pour la plupart d'entre elles. Donc on n'est pas en rupture technologique. Et donc ça, c'était aussi un enjeu qu'on s'était fixé au niveau du GIP, que d'avoir des solutions qui sont pertinentes et que le marché pourra plus facilement s'approprier. Il n'y a pas de solution unique, c'est ce que tu disais Vincent, et là on a focalisé les résultats sur la solution hybride pour le générateur. Sur les systèmes 100% thermodynamiques, quelle est la tendance, François, justement ? En réalité, on a tout à fait la même tendance, que ce soit sur la PAC Aero, enfin comme tu l'as dit, sur l'ensemble des systèmes thermodynamiques, on arrive à des résultats tout à fait cohérents. Donc, quelle que soit la solution énergétique, ça passe également. Là, on a focalisé sur le seuil 2028, mais on sait qu'on a une échéance en 2031. Est-ce que vous avez regardé ce qui se passait côté bureau d'études ? Chaque seuil suffit sa peine. Ouais. Entre maintenant et 2028 et encore qui plus est 2031, il peut se passer beaucoup de choses. Donc pour le moment, alors oui, évidemment, on se projette, on fait un peu de prospectif sur 2031, mais là on s'est limité à 2028. Chaque chose en son temps. Vous souhaitiez revenir sur la donnée environnementale utilisée dans le cadre de cette étude et disponible à date, et on va voir les résultats sous forme de donuts. Alors là aussi, je ne vais pas tout commenter parce que le temps nous est compté, mais
mais en fait, on vous a illustré effectivement sous forme de données les proportions des données environnementales utilisées sur cette opération. Donc on est toujours sur notre référence, notre projet de base. À gauche, vous avez la proportion du nombre de fiches en fonction des données environnementales dites collectives, et à droite, lorsqu'on a utilisé des données environnementales individuelles. Par exemple, en rouge, vous avez le pourcentage de données environnementales par défaut, 50% sur la version de base. On passe à 41% sur la version où il y a des données environnementales individuelles, et parce que vous voyez que les données environnementales individuelles, elles sont passées de 5% sur la référence de base à 18%. On est sur c'est des vases communicants en fait en termes de données environnementales qu'on va appliquer. Si on enchaîne ce matin. Là, c'est la même traduction, mais selon l'impact, donc en kilogrammes équivalent CO2 par rapport à la surface de référence. Là, de la même manière, vous voyez que si je prends par exemple les données collectives, on avait sur la référence de base 102 kg émis sur le projet. Sur la référence après données environnementales, il nous en reste 73. Et dernier de note. Et là, c'est le nombre de fiches utilisées par référentiel. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, on est sur un changement de norme. Alors, on va peut-être pas rentrer trop dans le détail, mais la norme 15804, article 1, a été modifiée déjà depuis plusieurs années. On a l'obligation, en théorie, de basculer en 2026 sur la même norme, mais article 2, qui a des incidences sur les données environnementales, des incidences à la hausse des émissions de carbone d'un point de vue moyen, mais on arrive à compenser par de l'amélioration de process aussi. Là, vous voyez, on a illustré qu'il y avait 170 fiches issues de la norme A1 sur la référence de base, sur la référence, la variante de base, pardon. Et par contre, sur la variante avec données environnementales, on passe de 170 à 138 par exemple. Donc il y a une amélioration par les partenaires du GIP à aller vers des fiches actualisées. Justement, on sait que la base Vignès bouge et qu'elle va encore bouger. On en déduit que la donnée environnementale n'est pas figée. Quel regard vous portez-vous en tant que bureau d'études sur cette forme d'instabilité? Alors, l'instabilité politique, on la connaît, mais l'instabilité dans le bâtiment, qu'est-ce qu'on en pense? Il y a notre regard de bureau d'études, c'est une chose, mais surtout, nous, c'est notre regard à accompagner nos clients maîtres d'ouvrage. Et effectivement, cette instabilité, elle est très difficile à comprendre, elle est peu lisible, crée beaucoup d'incertitudes, et on a besoin tous de simplification et de stabilité dans les dispositifs. On le revendique, on a besoin que les pouvoirs publics l'entendent, parce qu'aujourd'hui c'est extrêmement difficile de s'approprier tous ces changements. Il faut savoir que la RE 2020, finalement, elle avait une vertu, c'était de donner de la visibilité avec la mise en place des seuils 25, 28, 31, mais il y a aussi beaucoup d'acteurs qui ont voulu les anticiper, et ce n'était pas le sens de l'histoire. Donc on a besoin de se positionner et d'avoir de la stabilité en tant que concepteur, mais aussi pour la maîtrise d'ouvrage surtout. Nous rentrons dans les 5 dernières minutes et justement, phase de conclusion, quels sont les grands enseignements de l'étude pour vous, bureau d'études, mais également côté GIP? Alors peut-être commencer par toi, Vincent, pour les... Oui, alors j'ai commencé à le dire tout à l'heure, et comme le temps nous est compté, en fait, il faut savoir que cette étude n'en est qu'au début de son histoire. C'est un fil conducteur qu'on va avoir tout le long de l'année 2026, qu'on va la réactualiser plusieurs fois dans l'année, donc en fonction de l'actualité réglementaire et de ce à quoi les bureaux d'études sont confrontés, aussi par rapport à la donnée environnementale disponible et proposée par les industriels. Donc tout ça pour dire, rencontrons-nous, faisons en sorte que aussi bien au national que dans les régions, il convient de se rencontrer. Et si tu veux bien passer à la slide d'après, voilà. Donc on vous a mis une slide où vous pourrez prendre connaissance des coordonnées de chaque président des régions GIP. Tout ça également mis en ligne sur le site gip-info.com. Suivez-nous également sur LinkedIn, puisque donc en région, donc on aura des prises de parole donc qui reviendront sur cette étude et qui s'adapteront également donc au territoire climatique, à la zone climatique donc concernée par l'événement. Il y aura Bastien Desbondoux qui accompagne le GIP dans cette mission de vulgarisation et de transmission de l'information. On n'a pas parlé euro dans cette étude. Quel est votre discours? Non, alors, parce qu'on n'a pas le temps, voilà, désolé, mais c'est pas l'envie qui nous manque. Et on va être forcément challengé sur le sujet. On a cette préoccupation d'être réaliste et d'être en phase avec les attentes du marché. Et donc, je pense qu'on pourra aussi compter sur l'implication de certains de nos partenaires, dont l'Intech, pour revenir sur ce point. Et en toute objectivité,
collectivité. Donc voilà, pour continuer la démonstration jusqu'au bout. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut prendre une petite question dans la salle ou c'est non, on me fait signe que non. Donc je dis au revoir aux gens. Ah, il y a quand même une question. Bon, Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Mais combien ça coûte en plus les fiches individuelles? Alors les fiches individuelles, ça coûte... Les produits avec Les fiches produits, individuelles. pas si cher que ça, Franck, et on sera un plaisir de... je vous propose... Merci pour la question, et ça nous fera la transition pour le reste de l'année. Merci Franck. Ah bah, je tiens à remercier donc Vincent et François. François, tu peux peut-être rajouter un dernier mot? Non, c'est Pas bon. du tout, Eh merci. bien, écoutez, je remercie François et Vincent pour leur exposé. Il y a le replay, donc n'hésitez pas à regarder le replay ou à en faire la promotion. Très bon salon à vous, très bonne journée. Merci. Merci.